Mon mari m'a ordonné de présenter mes excuses à sa meilleure amie parce que je l'avais embarrassé en disant la vérité. Quand j'ai refusé, il a frappé du poing sur la table et a hurlé « Excuse-toi ou je pars ». J'ai accepté. Je suis allée chez elle, je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit ceci en face. Le moment où un homme exige votre silence est le moment où vous réalisez qu'il s'est déjà moqué de vous derrière votre dos. Il se tenait dans notre cuisine, le visage rouge, pointant la porte d'entrée comme si j'étais une employée qui avait dépassé les bornes, et je l'ai juste fixé, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Mais en réalité, je le savais déjà. Cela avait commencé par ces nuits tardives, pas au travail puisqu'il n'en a pas, mais dehors à réfléchir, c'est ce qu'il disait faire, réfléchir. Puis c'étaient les longs déjeuners avec Marissa, sa soi-disant meilleure amie depuis la maternelle, qui soudainement avait besoin de son aide pour tout, du choix des rideaux au montage de meubles Ikea. Je suis désolée, mais à moins d'être mariée à quelqu'un ou de le payer, aucun homme ne passe 4 heures à vous aider à installer des étagères gratuitement, mais j'ai laissé passer. Je travaillais 60 heures par semaine pour payer les factures, mettre de la nourriture sur la table, garder notre fille à l'école maternelle. J'envoyais même de l'argent à sa sœur, qui avait été licenciée. Pendant ce temps, il était dans une sorte de bulle codépendante bizarre avec une femme qui agissait comme si elle auditionnait pour devenir sa femme, alors que j'étais trop épuisée pour discuter. Ce qui m'a fait basculer n'était pas dramatique. C'était ordinaire, et c'est ce qui a rendu la chose pire. Je suis rentrée après l'un de ces longs services épuisants, du genre qui vous fait mal aux pieds, jusqu'aux os. Je suis entrée, et elle était là, dans ma maison, dans ma cuisine. Elle avait apporté 2 bouteilles de vin, l'une déjà ouverte. Mon mari riait, notre fille jouait dans la pièce d'à côté, affamée. Je n'ai pas crié, je n'ai même pas élevé la voix. Je lui ai juste dit, d'un ton clair et calme, « Tu es en train de ruiner ma famille. Tu sais ce que tu fais, et je te dis maintenant que ça s'arrête aujourd'hui. » Elle n'a pas dit un mot, a juste attrapé son sac et est partie comme si elle ne pouvait pas sortir assez vite. Je suis allée me coucher en pensant que c'était fini, mais le lendemain matin, mon mari est entré dans la chambre, a claqué la porte et s'est tenu au-dessus de moi, comme s'il allait prononcer une sentence. « Elle a pleuré toute la nuit », a-t-il dit. « Tu l'as humiliée. Elle essayait juste d'aider. » J'ai ri. J'ai vraiment ri. Aider, puis il a dit la seule chose qui a pris la décision pour moi. « Excuse-toi auprès d'elle », a-t-il dit. « Ou je pars. » Pas de conversation, pas d'hésitation, juste un commandement, comme si j'étais la méchante, comme si je devais quelque chose à cette femme, pour avoir dit la vérité dans ma propre maison. C'est là que quelque chose en moi s'est brisé, mais pas de la manière qu'il attendait. Je l'ai regardé et j'ai dit « Très bien, j'irai m'excuser. » Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à chez elle, j'ai frappé une fois. Elle a ouvert la porte comme si elle pensait avoir déjà gagné, comme si elle pensait que je venais ramper. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit exactement ce que j'étais venue dire. Ce que j'ai dit l'a rendue pâle, pas seulement pâle, pétrifiée. 2 minutes plus tard, mon mari a fait irruption par sa porte d'entrée, hurlant comme si quelqu'un était mort. D'une certaine manière, quelque chose était mort. Elle avait ouvert la porte comme si elle célébrait déjà, comme si elle venait de gagner un prix qu'elle convoitait depuis 1 an. Je n'ai pas attendu qu'elle m'invite à entrer. Je n'en avais pas besoin. Je suis restée sur le perron et j'ai dit ce que j'étais venue dire. Elle a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. J'ai continué. J'ai fini. Tu peux le garder. Je demande le divorce. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Pour une fois, elle n'avait pas de répartie. Pas de petit sourire narquois, pas de réponse intelligente, juste le silence. J'ai laissé le silence flotter entre nous 1 seconde. Puis je me suis penchée un peu plus près, sans entrer. Tu as tourné autour de ce mariage comme un vautour pendant des années. Le cadavre est à toi. Il est tout à toi.
Pas d'argent, pas de direction, pas de travail, bonne chance. Son visage a changé. Pas seulement le choc, il y avait autre chose aussi. De la peur, parce que le fantasme venait de devenir sa réalité, et la réalité, comme elle allait bientôt le découvrir, arrivait avec le stress des factures et un homme-enfant qui pensait que la loyauté émotionnelle comptait comme un plan de carrière. Puis je me suis détournée pour partir. Je n'ai même pas regardé en arrière. Et juste au moment où j'atteignais les marches, j'ai entendu la porte claquer derrière moi, mais pas par elle, par lui. Il s'était caché au coin de la rue écoutant. Il est passé devant moi en trombe et s'est engouffré dans la maison comme si c'était la sienne. Je l'ai suivi, non pas parce que j'avais encore quelque chose à dire, mais parce que je voulais voir à quel point les choses allaient s'effondrer vite. Et c'est ce qui s'est passé. Il a regardé Marissa et lui a demandé ce que je lui avais dit. Elle était figée, toujours debout près de la porte. Puis, il s'est tourné vers moi, élevant déjà la voix comme si c'était encore quelque chose qu'il pouvait contrôler. « Wanda, c'est quoi ce bordel? Tu penses que c'est drôle ?» Je lui ai dit que ce n'était pas drôle. C'était attendu depuis longtemps. Tu as dit « Excuse-toi » ou « Je pars ». Alors, je choisis les deux. Je ne m'excuse pas. Et c'est toi qui pars. Il m'a regardé comme si je l'avais frappé, comme s'il ne comprenait vraiment pas comment j'étais passée de l'épouse obéissante à celle qui s'en allait. C'est ça le problème avec les hommes comme lui. Ils ne croient jamais que vous partirez, pas vraiment. Ils pensent que vous allez menacer, pleurer, crier, mais ils ne croient pas au silence. Ils ne croient pas aux portes qui se ferment doucement. Marissa a essayé de s'interposer, a dit quelque chose sur le besoin de discuter. Il s'est mis à lui crier dessus, puis pas fort, juste la même spirale condescendante et défensive que j'avais entendue 100 fois. Il n'était pas fâché contre elle. Il était fâché qu'elle ne l'ait pas protégé de moi, qu'elle m'ait laissé voir à travers leur petite mise en scène. Je suis sortie. J'ai conduit jusqu'à la maison vitre baissée, l'air froid sur mon visage. Pas de musique, pas de pensée. Juste la paix. Quand je suis revenue à l'appartement, j'ai commencé à emballer ses affaires. Pas seulement les choses évidentes. Je veux dire tout. Les pantoufles que je lui avais achetées pour Noël, le sweat à capuche qu'il portait toujours, son shaker de protéines bizarre, chaque petit objet qu'il avait laissé traîner comme preuve qu'il appartenait à cet endroit. Tout partait, j'ai mis le tout dans des sacs, je les ai empilés près de la porte d'entrée et je lui ai envoyé la même phrase qu'il m'avait jetée plus tôt. « Viens chercher tes affaires ou pas, je m'en fiche désormais. » Il s'est présenté après minuit, seul, il n'a pas dit un mot, a juste regardé les sacs, puis m'a regardé comme si j'étais devenue quelqu'un d'autre. Il n'a pas dormi là cette nuit-là. Il n'a pas demandé à le faire. Il est juste resté là quelques secondes comme s'il allait essayer de réparer les choses, mais il n'y avait plus rien à réparer. Je n'ai pas parlé. Il est parti et j'ai enfin dormi. Le lendemain matin, j'ai fait des crêpes pour ma fille. Elle n'a pas demandé où était son père. Elle était trop concentrée sur les myrtilles. Mais je savais que les questions viendraient tôt ou tard. Alors j'ai commencé à répéter des réponses dans ma tête, des réponses qui ne la blesseraient pas, qui n'incluraient pas des mots comme trahison, abandon ou illusion. Ma mère est passée plus tard dans la journée. Elle n'a même pas eu besoin d'explication. Elle a vu les sacs poubelles près de la porte, l'espace vide sur le porte-manteau, le silence dans l'appartement. Elle a juste hoché la tête une fois et a dit qu'elle était fière de moi. Elle ne l'avait jamais aimé. Elle disait depuis le début qu'un homme qui a besoin d'une pom-pom girl plutôt que d'une partenaire vous décevra toujours. Je pensais qu'elle était trop dure avec lui. Mais maintenant je voyais. Il ne voulait rien construire avec moi. Il voulait être admiré pendant qu'il se laissait porter par le courant. Cet après-midi-là, je lui ai envoyé un message simple. « Tes affaires sont dehors. Tu n'es plus le bienvenu ici. Ne me teste pas. » Il s'est présenté juste après le coucher du soleil. Marissa était avec lui. Elle attendait près de la voiture pendant qu'il chargeait les sacs. Je regardais par la fenêtre, sans me cacher.
Il n'arrêtait pas de lever les yeux comme s'il s'attendait à ce que je sorte en courant pour l'arrêter, pour faire une crise de dernière minute, pleurer, supplier, n'importe quoi. Je me tenais juste là, les bras croisés. Quand il a fini, il a essayé de venir à la porte. Je l'ai verrouillé avant qu'il n'arrive. Il a frappé une fois, a attendu, a frappé encore. Puis, je l'ai entendu dire: Wanda, on doit parler. Ne nous fais pas ça. Comme si ce nous existait encore. Je suis retournée à la cuisine et j'ai ouvert le robinet. Il est resté là un moment, espérant peu être que je changerais d'avis. Finalement, il est parti. Les jours suivants ont été calmes, presque trop calmes. Je m'attendais à ce que l'autre chaussure tombe, qu'il revienne hurler, supplier, menacer. Mais rien n'est venu. Puis ma fille a commencé à demander: Où est papa? Je lui ai dit qu'il avait un nouveau travail très loin, qu'il nous rendrait visite quand il le pourrait. Elle a hoché la tête comme si elle l'acceptait. Mais elle continuait à dessiner des images de nous trois. Elle gardait une place pour lui à table. Et il n'a jamais appelé, pas une fois. Il ne s'est pas renseigné sur elle. Il n'a pas envoyé de SMS pour prendre des nouvelles. Il n'a même pas fait semblant de s'en soucier. Pendant ce temps, Marissa a commencé à publier des photos vagues en ligne. Un brunch pour deux, une paire de baskets à sa porte, des légendes comme construire à partir de rien et nouveau départ. Elle pensait avoir gagné, mais ce n'était pas une victoire. C'était une condamnation à perpétuité, parce que maintenant, elle l'avait, tout de lui, la paresse, les délires, les promesses non tenues, l'homme qui ne pouvait même pas garder un emploi assez longtemps pour acheter un cadeau d'anniversaire à sa fille. Et moi, j'étais libre. Je pensais que le coupé de ma vie s'accompagnerait d'une vague de culpabilité écrasante, que je passerais mon temps à me remettre en question, à me demander si j'avais fait une erreur, si j'aurais dû essayer plus fort. Mais au lieu de cela, une fois que la porte s'est refermée sur lui pour la dernière fois, je me suis sentie légère. Plus besoin de marcher sur des œufs, plus besoin de prétendre que je ne remarquais pas la façon dont il s'illuminait quand Marissa entrait dans une pièce, ou à quel point il devenait froid quand j'avais besoin de soutien. Juste moi, ma fille. Et le silence d'un appartement qui nous appartenait enfin. J'ai commencé à me réapproprier l'espace. J'ai jeté ces cochonneries. La manette de jeux vidéo avec le bouton cassé, les vieilles chaussures de sport qu'il ne portait jamais, les t-shirts troués qu'il insistait pour dire encore bon. J'ai réorganisé les meubles, changé les rideaux, remplacé le tapis. Il disait toujours que c'était bien, mais cela donnait à tout l'endroit une allure de dortoir. Lentement, cela a commencé à ressembler à un foyer. Ma fille m'a encore interrogée sur lui. Je lui ai dit qu'il devait travailler loin pendant un certain temps. Elle a hoché la tête et est retournée à son cahier de coloriage. Mais je l'ai surprise à faire un dessin plus tard. Nous trois à une table de dîner, avec une quatrième silhouette se tenant à l'écart. Je n'ai pas demandé qui c'était. Les documents du divorce ont été envoyés le lundi suivant. Je les ai envoyés directement à l'adresse de Marissa. Je n'ai pas pris la peine de le prévenir. Il avait eu assez de temps et d'occasion d'être honnête, de prendre ses responsabilités. Il a choisi le silence. 5 jours ont passé. Puis j'ai reçu le message vocal. « Tu fais vraiment ça? Tu ne m'as même pas parlé. Tu as juste déposé la demande. » Il semblait stupéfait, comme si tout ce temps il pensait encore que c'était une sorte de jeu de pouvoir, comme s'il croyait que je bluffais. Mais ce n'était pas la fin. Ce vendredi-là, je l'ai vu devant l'école maternelle de notre fille. Il était appuyé contre la clôture, les mains dans les poches, comme s'il avait tous les droits d'être là. Il n'avait pas demandé. Il n'avait pas envoyé de message. Il s'était juste pointé. Je suis allée directement à la voiture avec elle. Il a essayé de lui parler. Son visage s'est éclairé au début, puis s'est refermé, quand elle a vu que je ne m'arrêtais pas. Il s'est dirigé vers la portière passager. J'ai actionné le verrouillage avant qu'il ne touche la poignée. « Tu ne peux pas m'empêcher de la voir, » a-t-il dit. Mais il s'était déjà empêché de la voir pendant des semaines. Cette nuit-là,
Il a envoyé un pavé de SMS. Il disait que nous lui manquions, qu'il me regrettait, que Marissa n'était pas ce qu'il pensait, qu'elle était collante, possessive, demandant toujours où il allait, à qui il envoyait des messages, qu'elle était jalouse de sa fille. Elle disait que je devrais attendre avant de la voir. Il a écrit que je devais me stabiliser d'abord. Vous y croyez? En fait, je pouvais le croire. Je n'ai pas répondu. Mais 2 nuits plus tard, j'ai reçu l'appel. Elle a dit qu'il s'était saoulé, qu'il avait commencé à crier, qu'il avait brisé un verre, qu'il avait jeté une lampe. Elle n'arrêtait pas de me demander de venir le chercher, qu'elle ne se sentait pas en sécurité, qu'il disait qu'il allait rentrer à pied chez moi. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit: Tu l'as invité dans ta vie. Garde-le. Elle n'a pas aimé ça. Elle m'a raccroché au nez. Le lendemain matin, elle a posté une photo de son salon, bougies allumées, un livre sur la table, avec la légende Nuit douillette avec ma personne, comme si de rien n'était. J'en ai fait une capture d'écran juste au cas où. Cet après-midi-là, il m'a encore envoyé un message. Il disait qu'il logeait chez un ami, qu'il était fatigué, fauché, et qu'il essayait de comprendre les choses. Il disait qu'il était désolé pour la façon dont tout s'était passé. Je n'ai pas répondu. L'excuse arrivait trop tard. Il n'a pas envoyé de message pendant presque une semaine après ça. J'ai pensé qu'il avait enfin compris, qu'il était passé à autre chose, qu'il acceptait ce qu'il avait détruit, et qu'il était occupé à jouer au foyer avec Marissa. J'espérais de façon calme et détachée qu'il essaierait au moins d'être un père décent à distance. Mais soudain, il m'a de nouveau envoyé un message. Cette fois, ce n'était pas sur lui ou sur elle, c'était sur notre fille. Il a demandé si elle allait bien, ce qu'elle faisait. Il disait que son rire lui manquait. Il a dit qu'il avait des affaires à déposer, des jouets qu'il avait encore dans son garage, un livre qu'elle adorait et qu'il avait gardé par erreur. Je ne savais pas à quel jeu il jouait, mais je lui ai dit qu'il pouvait les laisser sur le porche. C'était tout. Il s'est présenté un dimanche après-midi. Je l'ai vu par le Judas, debout, avec un sac de course et une peluche coincée sous le bras. Il n'a pas frappé, a juste tout laissé proprement à côté de la porte et est retourné à sa voiture. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Vers minuit, j'ai reçu un message de Marissa. Juste une ligne. Il dort dans sa voiture. Au début, je ne l'ai pas cru. Mais je me suis souvenu de son message vocal d'il y a 2 semaines où il disait qu'il n'avait plus d'amis. Je n'avais jamais vu de photo de son nouveau logement, pas de nouvelles balises de localisation. Rien, juste le silence. Puis, quelques jours plus tard, ma mère m'a appelée pendant que j'étais au travail. Elle a dit qu'elle l'avait vu garé à quelques pâtés de maison de notre appartement, endormi sur le siège conducteur de sa voiture. Je ne savais pas ce que je ressentais. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la joie, non plus. C'était plutôt la confirmation qu'il avait enfin atteint la partie de son voyage où les conséquences le rattrapaient. Cette même nuit, Marissa a posté une citation sur sa story. On ne connaît vraiment quelqu'un qu'en vivant avec lui. Pas de tag, pas d'explication. Mais je savais exactement de qui elle parlait. Le lendemain matin, ma fille a trouvé la peluche qu'il avait déposée et l'a serrée fort. Elle a encore demandé quand papa rentrerait. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas pour le moment, mais qu'il l'aimait. Elle a demandé s'il était malade. J'ai dit non, il est juste occupé. Elle a réfléchi une seconde, puis a dit j'espère qu'il ne dort pas dans sa voiture comme l'oncle David quand il a perdu sa maison. Cela m'a glacée. Je n'avais rien dit. Personne n'avait rien dit. Mais d'une manière ou d'une autre, les enfants en savent toujours plus qu'ils ne devraient. Je ne l'ai pas corrigé. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie dans la cuisine, je me suis assise avec mon ordinateur et j'ai confirmé la date finale de l'audience pour le divorce. C'était prévu pour le mois suivant. Une étape de plus. Et tout serait officiel. Et le meilleur, c'est que je n'avais plus peur.
La salle d'audience ressemblait plus à un bureau administratif qu'à l'endroit où mon mariage prendrait fin. Personne n'a pleuré, personne n'a crié. Il y avait juste un juge qui feuilletait des papiers comme s'il s'ennuyait, un greffier qui tapait comme si c'était un mardi ordinaire, et le son de moi, posant enfin tout ce que j'avais porté pendant des années. Il est arrivé avec 10 minutes de retard, portant une chemise froissée et un regard hagard comme s'il n'arrivait pas à croire que cela arrivait réellement. Il ne m'a pas regardé avant d'y être obligé. Même là, c'était comme s'il attendait que je l'arrête, que je change d'avis à la dernière seconde. Nous avons répondu aux questions de base. Pas de contestation, pas de dispute de propriété, parce qu'il ne possédait rien sur quoi se battre. J'avais déjà repris tout ce qui était à moi. Il a juste signé les papiers, comme s'il renouvelait son permis de conduire. Il a hésité une fois, puis a signé. Après, dehors sur le parking, il m'a suivi. Je veux juste faire partie de sa vie, a-t-il dit. Je lui ai dit, apparaître dans sa vie une fois par mois, dormir dans ta voiture et blâmer tout le monde, ce n'est pas à ça que ressemble un parent. Il se tenait là comme un homme qui a perdu sa carte et qui vient seulement de s'en rendre compte. Je vois quelqu'un pour m'aider, a-t-il dit. Thérapie, redevenir sobre. J'ai hoché la tête une fois, mais je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne le croyais pas, mais parce que cela ne changeait rien. Il m'a demandé si je dirais à notre fille qu'elle lui manquait. Je n'ai pas promis que je le ferais. Une semaine plus tard, notre fille avait sa pièce de théâtre à l'école. Elle portait une couronne en papier d'aluminium et des ailes en papier et se tenait au milieu de la scène comme si elle en était la propriétaire. J'ai pris 1 million de photos. Elle a regardé dans la foule plusieurs fois, espérant probablement qu'il soit là. Il n'y était pas. Après la pièce, elle a demandé si papa était occupé. J'ai dit oui. Elle a demandé s'il l'aimait toujours. J'ai dit toujours. Puis elle a demandé si nous pouvions prendre une glace. Vanille, avec des vermicelles arc-en-ciel pour elle. Café-chocolat pour moi. Nous étions assises à la petite table extérieure, le vent décoiffant ses boucles, et elle s'est penchée pour murmurer « Tu n'as plus l'air fatigué ». Cela m'est resté. De retour à la maison, pendant qu'elle dormait, je suis allée sur Internet pour vérifier le dossier judiciaire. Le divorce était finalisé. C'était officiel. Plus de flou, plus de faux semblants. Juste une ligne nette entre celle que j'étais et celle que je suis maintenant. Quelques jours plus tard, j'ai appris par une amie que Marissa l'avait mise à la porte. Apparemment, il utilisait son appartement comme un squatteur tout en disparaissant pendant des jours. Elle disait qu'elle n'avait pas signé pour être un centre de rééducation pour maris ratés. Cette phrase m'a fait rire. Parfois, le karma n'a besoin d'aucune aide. Il a juste besoin de temps. Je ne pense pas qu'il sache où aller maintenant. Mais moi, je sais exactement où je vais. J'ai commencé à travailler moins, à passer du vrai temps avec ma fille, à aller la chercher à l'école, à l'aider pour ses devoirs, à peindre sa chambre dans la nuance de violet qu'elle réclamait depuis longtemps. Nous ne sommes plus que nous deux maintenant, et c'est suffisant. L'autre jour, nous marchions dans l'épicerie, et elle m'a demandé si j'étais heureuse. J'ai dit oui, et je le pensais. Parfois, tard le soir après qu'elle s'est endormie, je m'assieds près de la fenêtre avec une tasse de thé et je repense à tout ce qui s'est passé. Pas avec colère, pas avec regret, juste avec une clarté tranquille. Je croyais autrefois que l'amour signifiait sacrifice, endurance, maintenir les choses ensemble, quoi qu'il en coûte. Mais maintenant je sais que l'amour signifie aussi s'en aller quand votre paix est troquée contre le chaos de quelqu'un d'autre. Il y a encore du bruit parfois, des emails de lui demandant pour les anniversaires, de vieilles photos qui apparaissent sur mon téléphone, mais cela ne m'ébranle plus. Ce ne sont que des rappels du chemin parcouru. Et chaque matin, quand ma fille court dans la cuisine pieds nus et souriante, je me rappelle exactement pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai choisi nous,
Pourquoi je n'ai jamais regardé en arrière? Pas une seule fois, pas même un peu. Les gens imaginent que quitter un mariage donne l'impression de s'arracher une côte, de perdre un membre, de briser quelque chose de sacré. Peut être que pour certaines personnes c'est le cas. Peut être pour les gens qui avaient de l'amour. Un amour mutuel. Un vrai amour. Mais pour moi, c'était comme sortir d'une maison en flammes que je m'étais convaincue être chaleureuse. L'air avait un goût différent. Même mes pas sonnaient différemment. Un soir, quelques semaines après que tout ait été réglé légalement, je nettoyais le placard du couloir, l'un de ces derniers petits coins de la maison qui gardaient encore des traces de lui. Une vieille veste, une mixtape qu'il avait faite il y a des années, une pile d'enveloppes non ouvertes d'agences de recouvrement dont j'ignorais l'existence. Enterré sous une pile de foulards se trouvait un cahier. Son écriture désordonnée, penchée. À l'intérieur se trouvaient des pages de plans à moitié finis, des idées de jobs pour lesquels il n'avait jamais postulé, des promesses qu'il n'avait jamais tenues, des listes de choses qu'il pensait pouvoir réparer notre mariage, dont aucune n'exigeait qu'il fasse quoi que ce soit concrètement. Une page intitulée « Choses que Wanda doit travailler », ce qui m'a fait ricaner avant de jeter le tout à la poubelle. Il avait vécu dans un monde où j'étais le problème et lui la victime. Partir n'était pas seulement la meilleure chose que j'ai jamais faite. C'était la première chose honnête faite dans cette relation depuis des années. À peu près à la même époque, ma fille a recommencé à faire ses nuits. Pas de cauchemars, plus de réveil en demandant où était papa, juste un repos paisible. Elle riait plus, commençait à fredonner en se brossant les dents. Elle recommençait à danser, tournoyant dans le salon comme elle le faisait, avant que la tension dans notre maison ne rende tout pesant. Les enfants ressentent tout, et ils le ressentent en premier. Un après-midi, alors qu'elle coloriait à la table de la cuisine, elle a demandé « Maman, est-ce qu'on va rester comme ça pour toujours ?» J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Juste nous comme ça, tranquille. Je lui ai dit « Oui ». Et ses épaules se sont détendues d'une manière que les épaules d'aucun enfant n'auraient jamais dû être tendues. Nous avons fait des cupcakes ce soir-là, glaçage violet. Tout l'appartement sentait le sucre, la vanille et la sécurité. Les semaines passèrent, puis un mois, puis deux. Parfois, je voyais sa voiture dans le quartier, garée sous un arbre ou près de la blanchisserie. Il n'est jamais venu à la porte, n'a jamais essayé de me parler. Peut être qu'il avait enfin compris que quoi qu'il attende de moi, la crise de nerfs, l'excuse, les supplications, cela ne viendrait pas. Marissa ne m'a plus jamais contactée. Pas une fois. Mais j'entendais occasionnellement des rumeurs disant qu'elle l'avait bloqué, qu'elle avait dit à une amie qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'un homme adulte, qu'il passait de canapé en canapé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de canapé disponible. Un jour, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé aller au répondeur. Plus tard, j'ai écouté. C'est moi. J'essaie. J'essaie vraiment. Je vais à des réunions. Je loge dans un endroit sûr. Je fais des petits boulots. J'aurais juste aimé avoir fait tout ça plus tôt. Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je voulais que tu saches que je suis désolée. Vraiment désolée. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de colère. Je ne me suis pas sentie vengée. Je n'ai rien ressenti du tout envers lui. Et cela a sa propre forme de paix. Je n'ai pas répondu. Le changement majeur suivant est venu de façon inattendue. Elle m'a dit que ma fille était plus concentrée, plus ouverte, qu'elle avait dit à la classe qu'elle voulait être astronaute et qu'elle avait dessiné une fusée avec moi sur le siège avant. Pas son père. Moi, pendant si longtemps, j'avais eu peur que partir ne la brise, que le divorce n'éclate son monde. Mais au contraire, cela l'avait stabilisée. Parfois, la chose dont on pense qu'elle détruira un enfant est la chose même qui le sauve. Quelques mois plus tard, par un samedi matin ensoleillé, ma fille et moi sommes allés au parc. Elle courait devant moi, ses cheveux rebondissants, ses chaussures s'allumant à chaque pas,
Elle s'est retournée en souriant si largement que son visage pouvait à peine le contenir et a crié « Maman, regarde-moi, regarde !» Et c'est là que ça m'a frappée. Je n'étais plus fatiguée. Pas le genre de fatigue que le sommeil répare. La fatigue de l'âme. Celle qui vient du fait de porter le poids de quelqu'un d'autre, les rêves de quelqu'un d'autre, les conséquences de quelqu'un d'autre. Sur le chemin du retour, elle a glissé sa main dans la mienne et a dit « J'aime bien quand c'est juste nous deux ». J'ai serré sa main et je lui ai dit « Moi aussi, la vie est redevenue simple, prévisible, de la meilleure façon. Nous avons instauré une routine pour le coucher. Des thés de poupée le dimanche, des soirées cinéma le vendredi. J'ai décoré sa chambre avec des étoiles phosphorescentes. Elle en a collé une au-dessus de mon lit pour que je ne me perde pas dans le noir. Nous avions trouvé un rythme, une vie. Puis un jour, sorti de nulle part, j'ai reçu une lettre manuscrite de lui. Ce n'était pas long, juste une demi-page. Il écrivait qu'il était stable, qu'il travaillait à temps partiel dans un entrepôt, louait une chambre, allait à des conseils, essayait de reconstruire. Il demandait s'il pouvait voir notre fille une fois par mois, sous surveillance si nécessaire. Il disait qu'il comprendrait si je disais non. Je suis restée avec cette lettre pendant longtemps. Et pour la première fois depuis le jour où j'avais dit à Marissa qu'elle pouvait le garder, je me suis autorisée à penser au pardon, mais pas pour lui. Pour moi, parce que le pardon n'est pas de laisser quelqu'un revenir, c'est de s'autoriser à avancer. Finalement, j'ai accepté une courte visite dans un parc, terrain neutre. Quand le jour est venu, il s'est présenté en avance. Chemise propre, cheveux coupés, les yeux fatigués mais clairs. Il n'a pas essayé de me serrer dans ses bras, n'a pas essayé d'expliquer. Il a juste attendu. Quand notre fille a couru vers lui, il s'est mis à genoux et a pleuré dans ses cheveux doucement, pas de façon dramatique, pas de mise en scène, juste honnêtement. Elle s'est assise avec lui pendant un moment, lui montrant ses dessins, lui racontant l'école. Quand la visite s'est terminée, puis il m'a regardée et a dit « Merci ». J'ai hoché la tête, mais n'ai pas répondu. Plus tard dans la voiture, ma fille a dit « Papa avait l'air différent ». J'ai dit « Les gens peuvent changer ». Elle a demandé « Est-ce qu'il a changé ?» Et je lui ai dit la vérité. Je ne sais pas encore. Parce que le changement n'est pas un moment. C'est une habitude. Cette nuit-là, après qu'elle se fût endormie, je me suis encore tenue près de la fenêtre, le clair de lune sur le sol, le thé refroidissant dans mes mains, et j'ai réalisé quelque chose. Ma vie n'était plus définie par ce qu'il faisait. Elle n'était pas non plus définie par ce qu'il ne faisait pas. Elle était définie par moi, par ma fille, par le foyer que nous avions construit sur les cendres de quelque chose qui aurait dû nous protéger. J'étais partie d'une vie qui me brisait, et j'avais marché vers une vie qui nous guérissait,